qui est faite à l'occasion du premier forum de la CEDEAO sur les bonnes pratiques en santé, avec une articulation bien sûr sur la santé de la mère, de l'enfant, sur la santé reproductive, sur la planification familiale et sur toutes les bonnes pratiques sur la santé sexuelle des adolescents et de la jeunesse. Et pour nous édifier, n'est-ce pas, sur ce sujet, et pour partager avec nous la bonne expérience, la très grande expérience de l'OAS, l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé, et ses partenaires sur ce sujet dans l'Afrique de l'Ouest, nous avons un panel qui est composé de 4 personnes, 4 éminentes personnes, toutes impliquées, n'est-ce pas, dans le travail fabuleux qui est fait dans la région. À la droite, nous allons commencer donc par M. Mam Abdoulaye Gueye, qui ici représente la présidente de l'Assemblée des ministres de la Santé, la présidente en exercice actuel, qui est en fait le ministre de la Santé du Sénégal. Donc M. Mam va nous édifier naturellement sur tout ce que la CEDEAO et cette organisation fait en ce qui concerne les bonnes pratiques en santé. Immédiatement après, nous avons Mme Rachel Sintron, qui est pour l'instant la directrice du bureau santé du USAID régional, bureau régional basé à Accra. Immédiatement après, nous avons le docteur Xavier Crespin, qui est le directeur général de l'Organisation ouest-africaine de la santé, dont va nous éclairer sur tout ce que cette organisation fait sur ce travail. Et enfin, immédiatement à côté de moi, nous avons Suzanne Rey. Suzanne est de l'Organisation mondiale de la santé au niveau du secrétariat à Genève. Alors sans plus tarder, nous allons commencer. Simplement pour vous donner une idée très claire du format qui va être utilisé pour cette conférence de presse. Il est prévu que les questions probables nous viennent sur Internet par des journalistes à distance. Il est prévu aussi que les journalistes présents dans la salle puissent nous poser des questions qui toutes vont permettre aux panélistes d'éclairer davantage ce que nous faisons sur la santé de l'enfant, la santé de la mère, les bonnes pratiques qui sont faites en Afrique de l'Ouest. Je vais donc commencer à accueillir des questions, mais peut-être avant de vous donner la parole aux journalistes qui sont dans la salle, on va faire un tour de table un tout petit peu et recueillir d'abord les impressions, probablement en commençant par le directeur général de l'Organisation ouest-africaine de la santé, les premières impressions sur cette grande conférence, la première qui vient de commencer. Pourquoi cette conférence? Pourquoi maintenant? Monsieur le directeur général. Merci beaucoup, monsieur le facilitateur. Merci à tous. Donc, au niveau de l'Organisation ouest-africaine de la santé, qui est donc l'institution spécialisée en santé de la CEDEAO, donc qui regroupe les 15 pays, nous sommes impressionnés quelque part par, en tout cas, la participation massive. Ça, c'est la première grande impression que j'ai. Nous avons lancé des invitations et nous avons vraiment vu l'engouement que ce forum suscite. Ça, c'est une impression que nous avons eue. J'ai vu que les gens sont venus de partout. Et les États membres de la CEDEAO aussi ont répondu présents avec de très fortes délégations. Et il y a eu beaucoup de présentations sur des expériences. Ce qui veut dire que nous avons vu juste au niveau de l'Organisation ouest-africaine de la santé pour organiser ce premier forum. Il était question d'organiser ce forum depuis déjà plusieurs années, mais nous n'avons pas pu le faire pour plusieurs raisons. Et aujourd'hui, nous avons pu le faire grâce notamment à l'engagement des agents même de l'Organisation ouest-africaine de la santé, à qui je rends vraiment un hommage parce qu'ils ont travaillé dur ces derniers mois pour aboutir à ça. Mais également nos partenaires qui sont là ici autour de nous, qui nous ont beaucoup aidés pour donner vraiment un contenu technique à ces forums. Parce qu'il s'agit d'une première, il faut donc avoir des experts, et nous avons eu une expertise non seulement des États, mais de plusieurs organisations nationales, des organisations interafricaines, des organisations internationales pour nous appuyer et donner un contenu. Et je vois que le thème que nous avons choisi également est un thème plus que d'actualité.
Peut-être qu'on va en venir tout à l'heure là-dessus. Donc voilà un peu les premières impressions que j'ai. En tout cas, on n'a pas encore fini, mais je suis très réconforté de voir cette participation massive et que ces thèmes répondent bien à une priorité de notre sous-région. Merci, monsieur le directeur général. En attendant, n'est-ce pas, que les journalistes dans la salle se manifestent pour poser des questions, et j'en profite simplement pour leur rappeler, chaque fois que vous allez demander la parole pour poser des questions, dites votre nom, dites l'organisation de presse que vous représentez, et soyez très clair naturellement sur l'aspect spécifique que vous aimeriez, n'est-ce pas, développer par nos panélistes. En attendant, je voudrais donc m'adresser plus particulièrement à l'USAID. Je sais que l'histoire, n'est-ce pas, des relations entre cette organisation de coopération américaine et l'Organisation ouest-africaine de la santé est une longue relation, une longue histoire. Rachel, Madame Sintron, pouvez-vous un tout petit peu nous parler un tout petit peu du chemin parcouru qui nous a menés aujourd'hui à cette grande conférence, n'est-ce pas, qui, comme on le dit, retient l'attention de tout le monde? Thank you. As you've said, it's been a long partnership, and we're really happy to be here as part of this, the Good Practices Forum with WAHO. We've been working in partnership with WAHO for over 10 years, working on the leadership and the management and the governance, working on technical aspects, and working really in very good partnership. And I'm really pleased right now to see that after a couple of years of hard work, that we're able to put at the forefront the issue of ending preventable maternal and child deaths. And it's really, I think, because of the good leadership right now and because of the hard work of the team. And also, there's a lot of goodwill on the part of the ECOWAS countries to see the participation that we've had over the course of the past few days. The number of people who've come not only from the member states but from all the international partners has really been very nice to see. And I think that's what's going to make this really successful. But this is really just a beginning, I think, of being able to really implement these good practices in those countries as we go forward. Thank you, Madam Rachel. And let's talk a little bit about WHO. We have next to me Madam Susan Reer, and we know that she's in charge very specifically of best practices. And I mean the definition, how to really foster this concept and really walk along side with regional organization, national or country organization, to make sure that things that are really proven, documented, to be working, to be saving lives, are really taking over in countries. Madam Reer, please tell us a little bit your history about all of this and the organization of this conference. I know you really were involved. Thank you. So WHO houses the Secretariat of the Implementing Best Practices Consortium. We have 44 partners, and WAHO became one of our partners about 4 years ago. And the discussion at that time was we really want to be able to do a forum to exchange best practices. And we had another regional partner, also EXA, who already was doing that. So for us, as part of our work, we really wanted to work with WAHO to be able to do that. Our mandate is that partners work together in partnership to scale up effective practices. And when we talk about scale up, we talk about specifically planning to scale up, using approaches to not just leave it to chance how this might happen, but that when we want to plan for it, that we actually work through a process. So when we had WAHO, when WAHO became the partner and wanted to do a forum, we started to discuss what that would look like. And it wasn't just to have a forum. The idea was we will prepare with WAHO and all of our partners to have a forum. And then, as we heard before, the work begins to start working in partnership at the level of all the different countries and to make sure that these best practices can be scaled up. So for us, we work globally with partners, but then we're really happy when we can focus in on a sub-region where then they adopt the kind of principles that we're working with around really focusing in on how to actually implement and scale up effective practices. So this forum for us is, we've been working for a long time together, and we're really so excited about the follow-up to it, and I know we're all ready to move together.
Thank you so very much. Monsieur Maham, vous ici représentant la présidente en exercice de l'Assemblée des ministres de la Santé de l'Afrique de l'Ouest, et plus particulièrement pratiquement tous les ministres, puisque dans ce cas-là, si vous représentez la présidente, vous représentez pratiquement tous les ministres de l'espace. Nous savons combien la santé des enfants, la santé des mères tient à cœur à cette organisation. Nous savons tout le travail que vous avez fait là-dessus. Et nous voudrons vraiment, en introduction, n'est-ce pas, à cette conférence de presse, que vous nous donniez votre regard, vous nous donniez un peu votre perspective sur le sujet. D'abord, il faut saluer et se féliciter de cette initiative de l'OAS qui rencontre parfaitement la préoccupation non seulement des dirigeants au plus haut niveau, mais cadre avec les préoccupations de nos populations. Donc cette problématique de la santé de la mère et de l'enfant interpelle au plus haut niveau nos dirigeants. Et offrir aujourd'hui cette occasion, cette plateforme pour discuter et échanger entre pays, permettre aux pays de s'approprier des expériences qu'ils n'ont pas eux-mêmes, mais que d'autres pays de la région, de la zone développent, est vraiment une belle opportunité qu'il faut saluer. Il faut peut-être dire, il ne faut pas que ce soit encore un forum de plus. En Afrique, on a l'habitude d'organiser des forums de grandes rencontres qui sont sanctionnés par de belles résolutions. Il faudrait que ces résolutions puissent être mises en œuvre. Et de façon concrète, il faut un accompagnement. Il faudrait que l'OAS puisse veiller à ce qu'avant qu'on aille à un deuxième forum, que les résolutions de ce forum puissent être appliquées dans la perspective de satisfaire les préoccupations et les besoins des populations en matière de santé. Il y en a peut-être qui sont mauvaises. Quelles sont les mauvaises? Et la deuxième, les décès évitables. Qu'est-ce qui est évitable? Qu'est-ce qui n'est pas évitable? Et comment? Bon, je vais peut-être commencer. Ok, merci pour la question. Bon, c'est une question un peu compliquée de dire les mauvaises pratiques. Je pense qu'on ne va pas parler de mauvaises pratiques ici. On va plus parler de bonnes et de prometteuses pratiques, effectivement. Il y a des situations dans lesquelles nous avons des difficultés pour améliorer la santé de la mère et de l'enfant. Il y a des questions liées à la situation même sanitaire, c'est-à-dire vous prenez la couverture géographique sanitaire dans un pays. Si vous avez 50% dans un pays, par exemple, de la population qui n'a pas accès aux soins, forcément, ces personnes-là, quelque part, leur état de santé ne va pas être la même que là où les gens ont tous les services de santé. Il y a les questions liées au financement même du service de santé, qui fait que vous n'avez pas tout ce qu'il faut dans les services de santé. Vous avez des questions liées au manque de personnel, qu'ils soient des personnes en nombre ou bien les personnels même qualifiés. Vous savez, les problèmes de la concentration des ressources humaines de qualité, les spécialistes, par exemple, dans les grandes villes. Vous quittez la grande ville et vous allez de la capitale vers le plus loin. Tout diminue au fur et à mesure que vous vous éloignez de la capitale. Donc, il y a beaucoup de situations qui font qu'on peut parler des situations difficiles qui fait qu'on n'arrive pas à atteindre les objectifs. Ce sont des situations quelquefois conjoncturelles, quelquefois ce sont des questions institutionnelles, etc. Donc, nous ici, nous sommes là plutôt pour dire que dans nos pays, il y a beaucoup de pratiques et de bonnes pratiques, puisque nous les voyons à l'échelle souvent peut-être réduite dans un village, dans un district, dans une région, et qui montrent qu'on peut jouer sur la mortalité des enfants. Des résultats qui ont prouvé qu'ils sont efficaces, à moindre coût, qu'on peut le faire parfois même par des agents de santé à un niveau bas. On n'a pas besoin de grands spécialistes pour le faire. Et qui, à la fin, au cours des évaluations qui sont faites, montrent effectivement que dans cette portion du territoire, nous avons des résultats concrets et qui montrent que la mortalité baisse aussi bien chez les enfants. Donc, on s'est dit que ce genre de pratiques qui restent souvent à la phase pilote et après c'est fini, on dit c'est bien que les gens viennent non seulement les partager ici, les documenter et qu'on puisse s'en servir pour que dans les autres pays, ça puisse également apporter les résultats que nous attendons. C'est en cela que ce forum, je pense les uns et les autres l'ont dit, est important. Maintenant, pour ce qui est de votre question, la deuxième, avant que les autres ne complètent, on parle des décès évitables, effectivement. Parce qu'il y a des programmes, on sait quand on les met en œuvre dans nos régions, on peut éviter les décès. Par exemple, un enfant qui est déshydraté,
pour prendre juste un cas, il faut lui apporter le liquide possible pour qu'il puisse se réhydrater et permettre à cet enfant de récupérer. Il y a donc des techniques par rapport à ça. Si on ne fait pas ça, l'enfant tout de suite il va mourir. Alors qu'on sait qu'en faisant ça, on va éviter ces décès. Il y a des cas de vaccination. On sait qu'il y a des maladies, si on vaccine l'enfant aujourd'hui, il ne fera pas la maladie et il n'y aura pas de décès. Il y a des questions de nutrition, rien que l'amélioration, par exemple, de l'allaitement maternel, de certains micronutriments. Donc, il y a des éléments simples qu'il suffit seulement de placer, des programmes parfois simples qu'il faut placer dans les pays, dans nos districts, dans nos régions. Et avec ça, nous avons des résultats concrets. Donc, il ne s'agit pas ici de réinventer. Il y a des choses simples, bien connues. Il suffit de les mettre en place, des programmes de nutrition, des programmes de vaccination, des programmes de PF, etc., et qui peuvent permettre d'éviter des décès aussi bien chez la mère que chez l'enfant. Donc voilà ce que je vais dire. Peut-être qu'il y aura... vous allez compléter. Voilà, juste pour dire, bonne pratique, mauvaise pratique. Peut-être que le parallèle n'est pas bon. Le parallèle n'est pas bon. Il n'y a pas de mauvaise pratique en tant que telle. Il y a des pratiques qui sont peut-être les meilleures. Et je crois que quand on a cette plateforme, ça permet d'inspirer ceux qui ont certaines pratiques de voir ce que les autres font mieux pour pouvoir adopter ces pratiques. Mais en réalité, au sens strict, on ne peut pas dire qu'il y a mauvaise pratique. Il y a good practice and the best. Donc, il y a des pratiques qui sont meilleures que celles qui avaient été appliquées et adoptées. Et c'est dans ce sens que va votre deuxième question. C'est-à-dire, on a à notre portée des outils, des traitements ou des méthodes qui nous permettent d'atteindre des résultats efficaces en utilisant des moyens qui ne sont pas du tout onéreux. Et ça se fait ailleurs. Peut-être que dans certains pays, ils utilisent des moyens, ils utilisent des ressources pour atteindre des résultats que d'autres atteignent avec des ressources moindres. Et c'est ça les bonnes pratiques en matière d'économie de ressources, en matière d'atteinte des résultats, en matière de traitement, de sauvegarde et de la survie, en particulier dans le domaine qui nous concerne de l'enfant. C'est ça véritablement qu'on peut appeler bonne pratique. Voilà. Rachel, vas-y. Bon, je voudrais prendre la question de mauvaise pratique. Hier, on a parlé d'une femme qui a maladie à Niger. Et à l'âge de 33 ans, elle était dans sa 10e grossesse. Et elle avait déjà vécu le décès de 3 de ses enfants. Et je veux dire que ça, c'est une expérience qui est vraiment, qui n'est pas remarquable en Afrique de l'Ouest, surtout dans les endroits ruraux. Donc, je dirais que la mauvaise pratique, c'est de ne rien faire. C'est de ne pas connaître que ces histoires existent encore et que c'est encore un problème. Donc ça, c'est la mauvaise pratique. C'est de ne rien faire et de ne rien comprendre de cette histoire. Comprendre cette femme, d'où elle vient, pourquoi elle a une autre grossesse, pourquoi elle n'a pas de planification familiale, pourquoi elle ne va pas à la clinique, pourquoi ses enfants sont morts. Là, on veut comprendre. Et on sait que dans ces pays, comme Dr. Crestin vient de dire, nous avons déjà les bonnes pratiques et ça existe. Et on veut apprendre de tous les projets et les cliniciens qui font ces pratiques pour les élargir, pour les mettre à l'échelle. Donc c'est ça qu'on veut faire ici, c'est prendre les bonnes pratiques et ne plus ignorer la situation dans les zones rurales et les femmes qui n'ont pas encore accès aux soins dont ils ont besoin. Aux deuxième question, sur les décès qui sont évitables, je dirais aussi pour ajouter, en plus que l'allaitement et la planification familiale, quand un enfant est né, par exemple, un bébé est né, et on le déclare mort sans l'aider peut-être à avoir une opportunité à respirer, ça c'est un décès qui est évitable. Une femme qui saigne à la maison et qui ne va pas à la clinique pour accoucher, ça c'est un décès qui est évitable. Donc c'est de ça qu'on parle quand on veut éviter les décès maternels et infantiles. Merci. Voilà. Je vais juste dire quelque chose sur les mauvaises pratiques. Donc il y a beaucoup de définitions de pratique, est-ce que c'est une intervention ou une pratique. Mais je crois que si on regarde, on parlait des interventions qui sont des interventions connues déjà, qu'on sait que ça sauve la vie. Mais si on parle maintenant de la mise en œuvre de ces pratiques, là, des fois, on a des projets pilotes, on essaie de mettre en œuvre un programme pour peut-être faire un programme au niveau communautaire. Et puis, des fois,
ça ne marche pas. Ou peut-être ça peut aller mieux, ou quelque chose comme ça. Donc, ce qui est important, c'est pas que c'est une mauvaise pratique, mais c'est très important qu'on suit et on fait une autocritique pour savoir, peut-être on sait que c'est important maintenant on est en train de mettre en place un programme au niveau communautaire, mais peut-être la façon qu'on a fait la formation, le suivi, ça n'a pas marché. Et on peut apprendre beaucoup de ces pratiques qui n'ont pas marché. Et maintenant, on corrige. Et maintenant, avec OAS, on fait beaucoup sur la documentation, de la mise en œuvre. Et dans ça, on documente aussi les choses qui n'ont pas marché. Parce que c'est important de les éviter et que les autres pays ne font pas la même chose. Donc, on peut apprendre beaucoup de choses sur la mise en œuvre, les pratiques pour la mise en œuvre. Je ne parle pas des choses qui sont les interventions comme SRO pour les enfants déshydratés. Ça, on sait, c'est pas ça, c'est les pratiques pour la mise en œuvre des programmes. Et ça, c'est pas aussi facile de dire ça c'est une bonne pratique, ça c'est pas, mais il faut voir, il faut analyser qu'est-ce qu'on fait et puis après on apprend qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, on peut apprendre beaucoup peut-être pas mauvaises pratiques, mais des pratiques qui ne marchent pas. Et améliorer nos programmes. Voilà, je crois qu'on a donc fait le tour un peu de cette question. On va recevoir d'autres questions. Je pense que l'une des choses importantes à retenir ici, c'est que les pratiques, ce n'est pas seulement au niveau des comportements ou des attitudes des individus, mais que même la façon de faire le service, dans la façon, n'est-ce pas, de délivrer des services, cette conférence couvre aussi un certain nombre de pratiques dans la façon de délivrer le service pour sauver les vies, dans la façon de communiquer l'information sanitaire pour sauver les vies, dans la façon de faire la recherche. Donc les bonnes pratiques, on les trouve un tout petit peu partout. Voilà. Mais bon, qui vaut la peine parce que c'est le thème. Donc la situation actuellement, au niveau de notre espace, moi je vous parle surtout de l'espace CEDEAO, la situation n'est pas reluisante. Elle est caractérisée par une très forte mortalité maternelle. Hier, je le disais, la moyenne tourne autour de 510 pour 100 000 naissances vivantes, ce qui est très élevé. Donc ça va de certains pays où ça tourne autour de 100 jusqu'à des pays qui vont jusqu'à 700. Donc la situation n'est pas du tout bonne. Au niveau des enfants, c'est la même chose. Nous avons les taux parmi les plus élevés du monde. Mais ceci ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de progrès. Ces 10 dernières années, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits. Mais nous venons de loin. Grâce à des programmes de santé de la mère et de l'enfant qui ont été élaborés, mais qui ont été également mis en œuvre dans plusieurs de nos États, nous avons eu, par exemple, pour la mortalité maternelle, il y a eu une réduction de 45% dans certains pays. Ça veut dire que dans ces pays, il y a, encore une fois, pour revenir aux bonnes pratiques, il y a des pratiques qui ont donné, en tout cas, des résultats tangibles. Donc, il ne s'agit pas de réinventer la roue, il y a des choses sur lesquelles on peut encore travailler. Donc, la situation, en gros, de notre région, la région ouest africaine, la situation n'est pas bonne comparativement aux autres parties du monde. Nous avons des taux très élevés et c'est pour cela que ce forum vient à point nommé pour que nous puissions encore une fois échanger, documenter et voir dans quelle mesure on peut mettre à l'échelle certaines de ces bonnes pratiques qui ont prouvé par leur efficacité et par leur coût, par l'impact, coût-impact, si on veut le dire ainsi, qu'on peut le mettre en tout cas à l'échelle et qu'on peut le mettre en œuvre dans les pays. Voilà donc ce que je voulais dire avant que quelqu'un d'autre ne puisse... Ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire d'abord le fait que ce sujet puisse être pris en charge par l'OAS, donc avec la bénédiction des chefs d'État, marque vraiment l'importance et l'engagement des chefs d'État. Qu'hier, à la cérémonie, le président de la République puisse venir ouvrir, ça aussi, ça donne de l'importance. C'est-à-dire, le premier acte, c'est le niveau du portage, c'est-à-dire où est-ce qu'on porte la politique. Et étant donné que cette politique est portée au plus haut niveau par nos dirigeants, cela doit rassurer et porter à l'optimisme. Porter à l'optimisme pour dire que les
chefs d'État mettront les moyens pour régler les problèmes qui sont identifiés, mais aussi avec les partenaires qui sont avec nous, qui se sont impliqués non seulement dans ce forum pour permettre d'identifier et de transposer les bonnes pratiques, mais qui se sont engagés auprès de l'OAS aussi pour pouvoir régler ces problèmes. Et donc, cette question, autant si on l'aborde, elle a son importance, elle peut être dramatique dans les décès, mais elle a des conséquences aussi qui peuvent être désastreuses. Parce que si on ne maîtrise pas la santé, si on n'a pas une bonne maîtrise de la santé de la reproduction, il est clair qu'on n'a pas la maîtrise de la santé des populations. Et cela a des incidences très graves sur le devenir des États en matière économique, en matière d'emploi, en matière d'éducation et en matière d'émergence. Donc, c'est ce qui justifie aujourd'hui l'implication au plus haut niveau de ces pays avec l'appui des partenaires à nos côtés. Au niveau de la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans, je pense que c'est des choses qui sont déjà assez connues. Les causes, c'est les infections respiratoires aiguës, c'est la diarrhée, c'est le paludisme. Le paludisme, d'ailleurs, représente la première cause de morbidité et de mortalité. C'est aussi la première cause de consultation en général dans nos formations sanitaires. Donc, elle reste une des premières préoccupations. Maintenant, les affections respiratoires aiguës, les diarrhées, constituent le deuxième et troisième niveau, en tout cas par rapport aux causes des décès. À côté de cela, nous avons les épidémies récurrentes dans nos pays, la rougeole, la méningite. Il y a plusieurs autres qui viennent chaque année nous rappeler, toujours par rapport aux causes, des causes plus profondes, la faiblesse de nos systèmes de santé, la faiblesse de comment collecter l'information sanitaire pour qu'il y ait une meilleure préparation à la réponse. Ça nous amène également aux questions de notre plateau technique, même si un enfant vient, est-ce qu'on a tout? Tout à l'heure, quelqu'un disait, peut-être qu'il faut amener dans un hôpital, il faut voir si on peut le réhabiliter, si vous n'avez pas le matériel. Donc ça pose également tous les problèmes du financement, qui fait que le plateau technique, quelquefois, est faible, la couverture sanitaire est faible, etc., etc. Donc ça, c'est des éléments qui sont importants et sur lesquels aussi bien l'organisation ouest-africaine, mais surtout les États sont en train de travailler pour qu'il y ait une meilleure couverture sanitaire en termes de soins, mais également régler cette question du financement. Je pense qu'on est en train de travailler sur les questions de la couverture sanitaire universelle pour permettre aux plus nombreux, en tout cas, de pouvoir accéder à des soins de qualité. Donc voilà un peu pour dire quelques causes, mais également quelques solutions sur lesquelles on travaille. Donc le renforcement de nos systèmes de santé, mieux nous préparer à certaines épidémies, donc pour renforcer nos systèmes de surveillance épidémiologique, mieux financer les systèmes de santé en vue de renforcer les plateaux techniques, mais également l'accès aux soins par la couverture maladie universelle, et le tout par un bon système de coordination des appuis que nous recevons de nos partenaires. Donc voilà un peu les quelques éléments que je voulais ajouter. Je ne sais pas si vous voulez ajouter. On peut voir les bonnes pratiques, mais d'abord, si il y a de bonnes pratiques, on se rend compte aujourd'hui, parce qu'on a organisé ce forum, parce qu'il y a de très bonnes pratiques. D'abord, il faut savoir partager les pratiques, voilà. Ce qui n'était pas évident déjà. Mettre en place une plateforme qui offre cette opportunité de partage, c'est déjà un élément. Cela veut dire qu'il y a des pratiques qui sont bonnes, mais qui sont méconnues. Il y a des pratiques que nous avons tous les jours et qui peut-être s'installent dans la routine et nous pensons que c'est bon jusqu'à ce qu'on les confronte ou qu'on découvre qu'il y a de meilleures pratiques. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a des meilleures pratiques. Mais souvent quand on développe une pratique, on pense certainement que c'est la bonne pratique. Donc, ce que ce forum va apporter en plus, c'est, je disais tout à l'heure, ce n'est pas des résolutions banales, c'est le renforcement des pratiques. C'est pas des choses qu'on réinvente, mais c'est de bonnes pratiques qui sont appliquées par ailleurs, que certains pays ignoraient, mais qui viennent partager, qu'ils viennent s'approprier et qu'ils vont mettre en œuvre pour pouvoir atteindre des résultats qu'ils avaient déjà définis. Ça ne bouge pas. C'est une très bonne question. Et je crois que les bonnes pratiques sont déjà là. C'est juste qu'ils ne sont pas peut-être répandus comme il faut. Par exemple, on sait que la planification familiale, si une femme a le droit de choisir quand elle veut avoir son premier enfant, l'espacement de ses enfants, d'avoir un enfant quand elle est seule, on peut éviter les décès maternels. On peut avoir un mieux espacement de l'enfant
pour lui donner le droit à l'éducation, par exemple, pour améliorer l'économie de la famille, par exemple. Mais on sait ça. Comment atteindre plus de femmes dans le système de santé? C'est-à-dire, il y a parfois dans les zones urbaines, il y a les femmes qui connaissent ça et qui utilisent la planification familiale. Si on va dans les zones rurales, il y a les femmes qui ne savent pas ça. Quelles sont les approches pour leur donner accès à ces services? Et donc, dans ce forum de bonnes pratiques, par exemple, il y a des partenaires qui vont peut-être avoir une stratégie pour donner accès à ces femmes. Et les autres qui n'ont pas encore pensé à cette stratégie. Ils ont choisi une autre voie. Donc, c'est pour vraiment donner une voix à tous les partenaires qui ont une stratégie pour atteindre les mêmes buts et pour voir quelles sont les stratégies qui sont les plus efficaces. Et peut-être dans cette conversation, ils vont avoir de nouvelles idées pour vraiment élargir leur mise en œuvre. Comment ça s'est fait. Donc, si on regarde dans cette région ou bien dans le monde, on a beaucoup de problèmes dans le domaine de la formation et qu'est-ce que ça nous donne? Pendant des années et des années, on forme beaucoup de monde. Donc, toutes ces bonnes pratiques. Donc, on fait la formation, on refait la formation, on fait encore. Mais en fait, c'est pas suffisant. Et les gens, ils sont formés et puis ils retournent dans un système qui ne marche pas. Donc, en fait, il faut penser aussi comment ça va être géré, comment ça se suit. On suit ces gens qui sont bien formés, mais ils doivent peut-être avoir un suivi. Ce qu'ils apprennent doit être accepté dans le domaine, dans le centre de santé où ils sont. Donc, il y a tout le système de gestion de tout ce programme et de cette bonne pratique, cette nouvelle pratique dans leur centre qui doit être acceptée et gérée. Donc, toute cette question de gestion qui est peut-être, on pense que c'est vraiment, bon, la gestion, tout le monde gère facilement. Il y a des pratiques pour la gestion. Comment on va vraiment voir la meilleure façon de faire. Et je crois qu'on a déjà discuté on a vu clairement avec Ebola, mais c'est le système de santé en soi. Donc on ne peut pas juste dire on a une bonne pratique et on va le mettre dans un système qui ne marche pas. Donc il faut tout regarder dans ces systèmes pour comment on va mettre en œuvre dans le système qui existe tout en renforçant le système de santé. Moi, je voudrais insister sur un peu le tableau de façon un peu plus globale, au-delà juste des autres éléments qui ont été... Pourquoi il y a beaucoup de pratiques, mais malgré cela, la situation sanitaire n'est pas bonne. C'est vrai que la situation n'est pas bonne, mais comme on l'a déjà dit, il y a eu des progrès appréciables, mais malgré ces progrès, vous les constatez, nous sommes à quelques mois donc de la période pour les OMD et pratiquement aucun pays de la CEDEAO va atteindre l'OMD 4 et l'OMD 5. L'OMD, les objectifs donc relatifs à la santé de la mère et à la santé des enfants. Aucun de nos pays ne va atteindre les seuils qui avaient été fixés. Pourtant, il existe beaucoup de pratiques, de bonnes pratiques, des pratiques prometteuses. Et donc pourquoi? Il y a donc à cela, je pense que c'est ça la question qu'il a posée, il y a des questions à plusieurs niveaux. Et moi, je reviens encore une fois sur la question du financement. Parce que c'est très important. Pour beaucoup de pratiques, c'est en phase pilote, quelquefois avec des partenaires. Et une fois que le partenaire se retire, il n'y a plus de continuité de ces programmes parce qu'au niveau de nos États, quelquefois, des dispositions n'ont pas été prises pour continuer ces programmes. Je ne dis pas dans tous les cas, mais dans beaucoup de cas, c'est ça la pratique. Et on n'arrive pas. Quelquefois, pour parler donc toujours dans le financement, là également, il y a une déclaration, la déclaration d'Abuja qui demande que nos États accordent 15% du budget de l'État au secteur de la santé. Là également, après une évaluation, aucun de nos États n'a atteint le seuil de 15%. Et c'est là après plusieurs années de mise en pratique de cette déclaration. Vous voyez qu'il y a une relation entre le niveau de santé actuel et le niveau de financement du secteur de la santé. Mais à côté de cela, il y a également l'environnement même, l'environnement législatif quelquefois, l'environnement juridique qui ne permet pas, par exemple, à certaines pratiques de pouvoir aller
à l'échelle. Il y a des questions sensibles liées à notre environnement socio-anthropologique pour certaines pratiques. Par exemple, l'APF n'est pas toujours acceptée de la manière dont nous voulons la donner en tant que cadre de la santé. Il y a donc une manière de l'aborder pour le faire. Donc, quelquefois, on ne communique pas suffisamment bien, peut-être au niveau des services de santé. Nos politiques de communication pour les changements de comportement doivent être certainement revues, voire mieux impliquer la communauté, mieux les impliquer, peut-être pour donner des résultats. Il y a donc des éléments liés à ça aussi qu'il faut voir. Il y a également ces questions de la coordination, parce que le leadership des États doit être encore renforcé pour que les partenaires, quand ils viennent, ils sachent qu'il y a une plateforme de coordination au niveau des pays et qu'ils s'insèrent dans le plan national de développement sanitaire de nos États, au lieu qu'il y ait des programmes parallèles qui parfois ne sont pas suffisamment, qui sont mis en œuvre de façon un peu parallèle quelquefois, sans que nos États puissent par la suite s'en approprier, parce que des partenaires viennent avec une certaine manière de travailler et tout ça. Et il y a également tout ce qui concerne le suivi et l'évaluation. C'est un élément souvent qui est faible dans nos États. On ne fait pas un suivi rapproché, un suivi de qualité qui permet de détecter très tôt où on va pour essayer de les corriger. Et on arrive à la fin, quelquefois, nous n'avons pas fait ce travail et on n'arrive pas à tirer le meilleur de ces pratiques ou de ces programmes qui sont mis en œuvre. Et il y a la question globale de l'évaluation qu'il faut faire et avoir des évidences qui nous permettent d'améliorer nos politiques et nos programmes de santé. Donc voilà un peu ce que je voulais ajouter à ce que les uns et les autres ont dit. Malgré des progrès appréciables qui ont été faits, reste encore assez préoccupant, mais non catastrophique, effectivement. Et au niveau de la santé des enfants, par exemple, la mortalité infantile varie de 24 pour mille au Cap-Vert à 94 pour mille en Guinée-Bissau. Ce qui nous donne environ une moyenne, je le disais hier, une moyenne d'environ 63 pour mille au niveau de la région, ce qui reste un taux assez élevé comparativement aux autres. Pour ce qui est de la mortalité même des enfants, par exemple, de moins de 5 ans, elle varie de 22% encore au Cap-Vert à 182 pour mille en Sierra Leone. Et c'est le pays où il y a le plus donc, de décès des enfants. Là, la moyenne se situe à 98 pour mille au niveau de l'Afrique de l'Ouest, ce qui est un taux relativement très élevé. Donc ces chiffres montrent bien que avec la situation est quand même préoccupante pour la santé des enfants. Au niveau de la mère, je l'ai dit, la moyenne se situe à 510 pour 100 000 naissances vivantes. Ceci également, il y a des pays, par exemple, comme le Cap-Vert toujours, qui tournent autour de 80 décès, contre la Sierra Leone, par exemple, qui est autour de 810 décès pour 100 000 naissances vivantes. Donc, il y a des fluctuations. Mais on donne la moyenne au niveau, donc, à titre de comparaison, pour l'Afrique de façon globale, ce même taux est à 339 décès pour 100 000 naissances vivantes. Vous voyez que même par rapport à la moyenne de l'Afrique, la région ouest africaine, nous avons un taux assez élevé. Donc c'est tout cela qui nous dit que la situation est préoccupante et il faut faire quelque chose. Et des progrès ont été notés ces dernières années. Je l'ai dit, par exemple, pour le taux de mortalité maternelle, elle a diminué de 45% entre 1990 et 2013. 45% en 13 ans. Ce qui veut dire qu'avec certaines pratiques, on peut arriver à diminuer drastiquement la mortalité maternelle. Et on connaît les solutions qu'il faut faire. Ceci nous a amené à une moyenne passant de 990 à 510 décès au niveau de notre région. Vous voyez donc la diminution qui a eu lieu. Il en est de même pour les enfants, où nous avons connu une réduction de près de 50% par rapport à la mortalité dans certains pays, avec des programmes tels que les programmes de vaccination, les programmes de lutte contre les maladies respiratoires aiguës, les maladies diarrhéiques, etc.
Maintenant, pour revenir à la question par rapport au financement, vous avez dit que j'ai effectivement, par rapport à la déclaration d'Abuja, qui demandait aux États d'arriver au moins à 15%. Au moins. Si un État va au-delà, c'est encore mieux. Mais c'était les 15% que les chefs d'État ont fixé comme objectif. À ce niveau aussi, aucun État n'a atteint les 15%, mais il y a eu des progrès significatifs à ce niveau. Il y a des pays qui ont passé de 3 à 12%, à 9%, il y a des pays qui ont passé de 5 à 11%. À ce stade-là, nous sommes actuellement au niveau de l'OAS en train de faire une évaluation globale de la situation. Nous n'avons pas la dernière situation par rapport au pays, parce que je vais m'avancer avec des chiffres qui ne sont pas des vrais chiffres, parce que la situation a beaucoup évolué ces 2 dernières années. Parce qu'il s'était posé un problème un moment par rapport au mode de calcul. Comment on devrait calculer? Est-ce qu'on met uniquement les budgets réservés au ministère de la Santé ou le budget réservé à la santé? Ce qui est différent. À la santé, ça veut dire que ce que les forces armées, dans leur budget, font dans leur infirmerie, ce que font les ministères du Travail et de la Sécurité dans le cadre de la Caisse nationale de sécurité sociale, etc., ils en ont. Il y a également, parfois, de façon indirecte, à travers un partenariat public-privé ou même des secteurs connexes qui viennent s'ajouter. Donc, le budget diffère. Donc, il y a des éléments sur lesquels nous sommes en train d'harmoniser. Nous sommes arrivés tout récemment au cours de l'Assemblée récente des ministres de la Santé à Niamey, où on est arrivé à un consensus sur le modèle de calcul. Grâce à ce modèle, nous verrons effectivement quels sont les taux par rapport à ça. Mais il y a des pays qui sont actuellement à 10%, il y a des pays qui sont à 9%, à 8%, etc. Mais malheureusement aussi, nous avons des pays comme la Sierra Leone, comme la Guinée-Bissau, qui sont des pays dans des contextes très difficiles où le taux tourne autour de 2-3%. Avec 2-3%, vous pouvez imaginer quand il y a une épidémie qui arrive, ce sont des pays extrêmement fragiles. C'est pour cela que des pays comme le Libéria, comme la Sierra Leone, quand nous avons eu cette terrible maladie du virus à Ebola, la maladie s'est vite propagée parce que le système de santé étant très fragile, ne pouvait pas répondre. Par contre, dans la même région, nous avons des pays comme le Sénégal, comme le Nigeria, où il y a eu des cas, mais grâce à une meilleure organisation de leur système de santé, à un meilleur financement des systèmes et de l'offre de soins, vous avez vu que cette question a été très rapidement prise en compte. Donc, nous sommes, selon nos États, à des degrés divers. Donc, c'est juste un appel qu'on fait pour qu'il y ait encore plus de ressources au niveau de la santé, mais je dois avouer que des progrès importants ont été faits dans ce domaine qui ont permis d'aboutir aux réductions dont j'ai parlé en termes de mortalité maternelle et infantile-juvénile. Il ne faut pas peut-être qu'on ait le fétichisme des indicateurs. C'est vrai que les indicateurs nous renseignent sur l'évolution, les niveaux d'avancement, mais on a aussi, dans l'évaluation de l'agenda post-2015, réalisé que certains ont fait des enjambées, des progrès énormes sans pour autant régler des problèmes de santé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la perspective, c'est d'aller au-delà du ciblage de certaines affections, d'aller vers un indicateur beaucoup plus synthétique, c'est-à-dire l'accès des populations aux soins de santé. Je crois que ça, c'est important. Donc, c'est vrai qu'il y a un niveau très varié ou différencié, mais il faut noter qu'il y a des progrès. Maintenant, si on se cale par rapport aux OMD, effectivement, d'un pays à un autre, ça varie. Maintenant, quel est le secret de ceux qui ont fait des progrès? C'est la disponibilité des ressources, l'engagement, aussi bien des ressources financières que les ressources humaines, l'appropriation par les populations, l'engagement, le développement de la santé communautaire, le partage des bonnes pratiques. Autant d'éléments qui ont aidé vraiment à accélérer l'atteinte à certains objectifs. Sur les ressources, il faut dire en réalité que nous sommes dans une situation assez favorable par rapport aux pays en développement et en particulier par rapport à la CEDEAO. Le directeur général l'a dit, pour mesurer déjà la contribution de la santé par rapport au budget, il y a eu quelques difficultés d'ordre technique et des problèmes même de comparabilité d'un pays à un autre, les modes de calcul étant différents. Mais aujourd'hui,
il y a que les pays sont un peu libérés. Parce qu'il faut voir qu'au niveau international, au niveau des partenaires même internationaux, la philosophie qui dominait a changé. Autant il y a quelques années, la santé était réputée être un investissement improductif. Autant aujourd'hui, c'est quasiment une conditionnalité des partenaires. Quand vous faites des plans stratégiques, des plans, on vous suggère d'insérer la dimension capital humain. C'est important. Et le capital humain, la santé, l'éducation sont au centre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui envisager ou avoir un projet de développement, un projet d'émergence si on n'intègre pas la santé. Et ça, c'était pas un discours à la limite qui passait il y a quelques années. On était plus les pays africains, souvent on disait il y a les conditionnalités des partenaires qui nous imposent certaines restrictions par rapport aux dépenses sociales, par rapport au contrôle, à la maîtrise de la masse salariale. Aujourd'hui, ces verrous sont levés et les États africains sont libérés de certaines de ces contraintes et les partenaires qui nous soutiennent en priorité aussi ces activités. Cela veut dire que ça nous ouvre de bonnes perspectives pour développer la santé des populations parce qu'on va investir davantage de ressources locales et aller vers l'objectif des 15%, mais aussi davantage de ressources de nos partenaires pour nous appuyer dans et nous venons de faire l'évaluation du plan précédent et il ressort de ce plan qu'il y a eu des activités effectivement que nous avons pu mener et qui ont donné des résultats. Et il y a également des éléments qui méritent encore plus d'attention et d'amélioration. Donc au titre des succès, si je peux dire, ou des programmes où nous avons réussi en tout cas, on peut dire que les questions d'harmonisation des politiques et des programmes de santé au niveau régional ont constitué un des éléments en tout cas de réussite à notre niveau pour arriver donc très souvent à mettre tous les pays ensemble et harmoniser ces politiques-là. Deuxième chose, c'est le renforcement, par exemple, de la médecine traditionnelle. Nous sommes arrivés au niveau de l'Organisation ouest-africaine de la santé à travailler avec les États membres sur plusieurs éléments qui concernent le cadre législatif, le cadre juridique, de la meilleure manière pour que la médecine traditionnelle puisse être mieux considérée, mieux intégrée. Comme vous le savez, la médecine traditionnelle représente jusqu'à maintenant la première ligne de soins pour beaucoup de nos populations. Et donc une telle médecine ne peut pas être négligée et l'organisation ouest-africaine a mis en tout cas, a travaillé beaucoup sur ça au niveau des pays. L'autre chose, c'est les questions de développement des ressources humaines. À ce niveau, au niveau de l'OAS, nous avons beaucoup travaillé avec toutes les sociétés savantes, les universités, les institutions de recherche, les institutions surtout de formation, aboutir à toute une série de curricula de formation qui actuellement sont utilisés dans les universités, aussi bien dans les pays anglophones, les pays lusophones, mais les pays francophones, dans les écoles au niveau donc de la formation de base, de la formation continue, etc., au niveau des universités. Ça, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé avec certaines organisations. Il y a également la question de l'accès aux médicaments essentiels et notamment de certains types de médicaments. Nous avons mis en place au niveau de l'organisation ouest-africaine un stock régional, par exemple des médicaments de lutte contre le VIH. Et grâce à ce stock, nous avons évité les ruptures fréquentes des médicaments dans certains pays. Parce que ce stock positionné en Côte d'Ivoire permet aux pays qui sont en pré-rupture, avant qu'ils ne reçoivent leur commande, de faire une demande et l'OAS met à leur disposition ces produits-là pour ne pas qu'il y ait une rupture dans la chaîne de distribution, mais également dans la continuité du traitement. Donc voilà quelques éléments clés sur lesquels nous avons beaucoup travaillé, mais il y en a plusieurs autres. À côté de ça, il y a des éléments sur lesquels on doit s'améliorer. Vous savez, l'Organisation ouest-africaine de la santé a été créée d'abord pour lutter contre les épidémies. Et cette situation, comme vous le remarquez, ne s'est pas beaucoup améliorée. Les épidémies sont devenues encore plus récurrentes, mais c'est une question globale qui demande des solutions de renforcement de notre système de santé de façon globale et sur lesquelles je pense que l'OAS peut faire encore davantage. Les questions de renforcement des systèmes de santé, aider les pays à peut-être mieux affiner certains programmes au niveau de la santé et notamment au niveau des frontières
nous pouvons encore davantage travailler sur la surveillance épidémiologique, sur la collecte de l'information et de son partage pour que cette information serve à la bonne prise de décision. Donc il y a des éléments, nous sommes en train de travailler là-dessus. Aujourd'hui, dans notre plan, le nouveau plan, nous avons identifié jusqu'à 11 programmes prioritaires qui sont relatifs à tous les points dont je viens de parler, notamment la recherche, l'information, l'amélioration de la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et du jeune adolescent. Enfin, ça fait partie de nos priorités sur lesquelles on va travailler pour les 5 prochaines années. Donc voilà ce que je peux dire un peu de façon ramassée par rapport à ce que nous faisons et ce que nous comptons faire. Deux grands messages importants. Le premier, nous avons appris, n'est-ce pas, l'effort qui a déjà été fait au cours des 10-20 dernières années pour pratiquement diviser par 2 les problèmes de morbidité, de mortalité au niveau des enfants et des mères. Le deuxième message important, nous avons appris que les problèmes, nous les connaissions très bien, mais que nous avions aussi des solutions, et c'est ces solutions que nous appelons des bonnes pratiques. Nous avons appris donc qu'il sera désormais important que des occasions comme celle-ci de ce forum soient multipliées pour que tous les scientifiques, tous les acteurs, n'est-ce pas, sur le terrain, se retrouvent ensemble pour échanger sur ces pratiques, sur toutes ces bonnes choses qui ont du succès, qui quelquefois sont restées à des échelles, n'est-ce pas, petites, que l'on puisse donc les porter à des échelles nationales, à des échelles régionales. Je vous remercie.